Ils nous avaient raconté une histoire étrange. Selon la rumeur locale, les matelas avalaient les gens pendant la nuit, et ces derniers disparaissaient à jamais. C'était mon deuxième jour à Istanbul, la ville vibrante qui mélange histoire, culture et modernité. J'avais loué une petite chambre dans un hôtel situé dans un quartier calme, loin des foules touristiques. J'avais hâte de découvrir la ville, mais ce matin-là, tout a pris un tournant que je n'avais jamais anticipé. Je m'étais réveillé tôt, à cause des bruits des oiseaux et de la lumière du matin qui perçait à travers les rideaux. Mais bientôt, un autre bruit m'a fait sortir de ma torpeur. Des cris. Des voix agitées, fortes, étouffées par les murs fins de l'hôtel. J'ai tendu l'oreille, perplexe, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis des pas précipités, de plus en plus bruyants, m'ont alerté. L'instinct m'a poussé à sortir de ma chambre. Je me suis approché du couloir, mon cœur battant plus fort à mesure que les bruits devenaient de plus en plus chaotiques. Et là, en face de ma porte, je l'ai vu. Un homme, grand, les yeux fous, tenant dans ses mains une machette. Il hurla des paroles que je ne comprenais pas, mais la terreur dans sa voix était évidente. Les autres clients et employés de l'hôtel tentaient de l'arrêter, de le calmer, mais rien n'y faisait. Il semblait comme possédé par la rage. Je suis resté immobile, figé, dans l'encadrement de ma porte, hésitant à intervenir. Puis, dans un mouvement aussi rapide qu'inattendu, l'homme s'est dirigé vers moi. Avant même que je ne puisse réagir, il a balancé la machette en direction de mes mains. Un cri de douleur m'a échappé alors que je sentais une vive douleur dans mes doigts. Je les ai regardés en voyant le sang gicler, puis l'homme a continué sa course, sans me regarder une seconde de plus. J'étais là, seul, sous le choc, la douleur me tordant les entrailles. Des gens sont accourus, horrifiés, pour m'aider. Ils ont appelé une ambulance, mais la panique était partout. J'ai été conduit en urgence à l'hôpital, perdant beaucoup de sang en cours de route. Le médecin a fait de son mieux pour réparer ce qu'il restait de mes doigts, mais c'était déjà trop tard. Je savais que la vie ne me rendrait pas ce que j'avais perdu. Quelques heures plus tard, l'homme est venu me voir à l'hôpital. Il semblait beaucoup plus calme, presque désespéré. Il m'a expliqué que sa femme le trompait avec un autre homme, et dans son esprit, il m'avait pris pour cet étranger. Il m'a tendu un billet de grosse somme, en guise de compensation, de réparation. Je n'ai même pas pris l'argent. Aucun billet, aucune somme d'argent ne ramènerait mes doigts, ne réparerait la douleur, ne changerait ce moment qui allait hanter mes souvenirs à jamais. J'avais compris. L'ignorance d'un instant avait provoqué cette violence. Mais à quoi sert l'argent, lorsqu'il n'y a plus de retour en arrière possible? Il ne réparerait rien. Nous avions trouvé un hôtel à Yangon, en Birmanie, le jour même de notre arrivée. Il était tard, nous étions épuisés, et la perspective de poser nos sacs quelque part nous semblait un luxe en soi. Le prix était très abordable, presque trop beau pour être vrai, mais nous n'avons pas posé trop de questions. Le réceptionniste a mentionné, presque comme une anecdote, que des travaux d'entretien étaient en cours sur plusieurs étages. Cela expliquait, disait-il, les tarifs réduits. Fatigués par le voyage, nous avons simplement accepté et sommes montés dans notre chambre. La nuit s'est passée sans encombre pour nous. La chambre n'était pas parfaite, bien sûr, un peu vieillotte, avec une odeur de renfermé, mais après une longue journée de déplacement, cela nous convenait. Nous avons dormi d'un sommeil lourd, inconscients des événements qui se déroulaient ailleurs dans l'hôtel. Le lendemain matin, nous sommes descendus pour prendre notre petit déjeuner dans la salle commune. Là, nous avons croisé un couple de voyageurs allemands, qui semblaient bien moins reposés que nous. Ils avaient des cernes marquées et semblaient agités. En échangeant quelques mots, ils nous ont raconté une histoire étrange et troublante. Pendant la nuit, quelqu'un avait frappé à leur porte pour leur demander de quitter leur chambre. Cela s'était fait en urgence, sans beaucoup d'explications, et on les avait relogés à un autre étage. Ils n'avaient pas compris pourquoi, mais avaient suivi les instructions. Intrigués, nous avons continué à discuter avec eux et à partager nos impressions sur l'hôtel. Ce n'est qu'un peu plus tard,
en parlant avec d'autres voyageurs et en recoupant des informations, que nous avons découvert ce qui s'était réellement passé. Les Allemands avaient été installés par erreur sur un étage destiné à des travaux de maintenance. L'un des volets de ces travaux incluait la fumigation des chambres pour éradiquer les insectes. Pendant la nuit, des employés de l'hôtel passaient de porte en porte avec un appareil diffusant un gaz toxique conçu pour éliminer les nuisibles. Ils introduisaient la buse sous les portes et la laissaient fonctionner quelques minutes dans chaque chambre. Malheureusement, l'hôtel avait commis une erreur fatale, 2 voyageurs avaient également été installés sur cet étage. Ils n'avaient pas été réveillés à temps et avaient inhalé le gaz. Ces 2 personnes, logées dans une chambre juste à côté de celle des Allemands, avaient trouvé la mort avant que le personnel ne réalise l'ampleur de la situation. Nous étions sidérés en apprenant cela. Le choc nous a laissés sans voix. L'idée qu'un enchaînement de mauvaises décisions et de négligence puisse aboutir à une telle tragédie nous glaçait. Nous nous sommes regardés, incrédules, et avons réalisé à quel point nous avions été chanceux de ne pas avoir été affectés par cette erreur. Nous aurions tout aussi bien pu être logés à cet étage, ou même dans une chambre adjacente. C'était une pensée terrifiante. Le reste de la journée, nous n'avons pas cessé de ruminer cet événement. À chaque fois que je repense à cette histoire, je ne peux m'empêcher de frissonner en pensant à la facilité avec laquelle nos vies auraient pu basculer. Cette expérience m'a appris une chose, même dans les moments les plus anodins, un simple détail peut faire toute la différence entre la sécurité et le danger. Depuis ce jour, je suis devenu bien plus attentif à l'endroit où je loge, et je me méfie des prix étrangement bas qui semblent cacher quelque chose. Je voyageais avec ma mère lors d'un road trip, et nous avions décidé de passer la nuit dans un motel en plein milieu de nulle part au Texas. Le guide touristique que nous avions recommandé cet endroit, mentionnant qu'il était à la fois bien noté et bon marché. Cela nous avait convaincus, et nous avions pris une chambre sans trop réfléchir. Tout semblait calme jusqu'à ce que, en pleine nuit, quelqu'un frappe à notre porte. C'était le propriétaire du motel, visiblement agité. Il nous a annoncé, sans aucune explication valable, que nous devions quitter la chambre immédiatement, car il avait besoin de la donner à quelqu'un d'autre. Nous étions sidérés. Ma mère est sortie pour essayer de discuter avec lui, espérant comprendre ce qui se passait. De mon côté, terrifié, je rassemblais nos affaires en urgence tout en jetant des regards anxieux par la fenêtre. La situation a rapidement dégénéré. J'entendais le ton monter entre ma mère et le propriétaire. Il s'était mis à crier, son comportement devenant de plus en plus menaçant. Mon cœur battait à tout rompre. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a complètement prise au dépourvu. Alors que je regardais à travers les rideaux, j'ai vu un groupe d'hommes surgir de nulle part. Ils portaient des vestes de motards, peut-être venus d'une chambre voisine, et se dirigeaient d'un pas déterminé vers le propriétaire. Ce qui s'est produit ensuite ressemblait presque à une scène de film. Les motards ont commencé à le confronter, leur présence imposante suffisant à changer l'ambiance. Ils l'ont immédiatement pris à partie, lui lançant des phrases comme « Elle a payé pour être ici. Tu vas la laisser rester cette nuit. » Et qu'on n'entende plus jamais ce genre de conneries venant de toi. Leur ton était ferme, presque menaçant, mais ils défendaient clairement notre droit à rester. Le propriétaire, visiblement intimidé, répétait nerveusement « Je ne veux pas d'ennui. » Finalement, après quelques minutes tendues, les motards sont repartis aussi vite qu'ils étaient venus. Ma mère est rentrée précipitamment dans la chambre, le visage blême, mais soulagé. Nous avons verrouillé la porte, vérifié les fenêtres, et essayé de calmer nos esprits. La nuit a été longue, car nous étions trop secoués pour trouver le sommeil. Pourtant, nous étions reconnaissantes d'avoir pu rester dans cette chambre plutôt que de devoir reprendre la route dans cet état. Le lendemain matin, nous avons quitté le motel sans croiser le propriétaire ni entendre parler de l'incident. Tout semblait incroyablement normal, comme si rien de tout cela ne s'était produit. Mais cette nuit-là reste gravée dans ma mémoire, non seulement pour le danger que nous avons ressenti, mais aussi pour la manière inattendue dont ces inconnus nous ont protégés. C'était une étrange combinaison de peur et de soulagement, une expérience que je n'oublierai jamais. Quand j'avais 12 ans, ma famille a organisé un voyage en Europe.
L'un des moments forts pour moi a été notre séjour dans un hôtel à Rome, qui possédait une magnifique piscine intérieure. Pour un enfant de mon âge, c'était un vrai paradis. J'aurais volontiers passé tout mon temps là-bas, à barboter et m'amuser sans me soucier du reste. Un après-midi, pendant que je nageais, un homme que je ne connaissais pas est venu près de moi. Il avait probablement une quarantaine d'années et avait l'air parfaitement normal au premier abord. Soudain, sans que je comprenne pourquoi, il s'est accroupi au bord de la piscine et a commencé à me chatouiller les pieds. Pris au dépourvu, j'ai éclaté de rire, non pas parce que c'était agréable, mais parce que c'était étrange et gênant. Il parlait anglais, tout comme moi, et en riant, il s'est mis à me taquiner en disant que j'étais tellement adorable. Je me souviens avoir ri nerveusement, mais en même temps, j'étais mal à l'aise. Entre deux éclats de rire forcés, je lui demandai poliment d'arrêter, mais il n'écoutait pas. Au contraire, il continuait, effleurant mes pieds et remontant vers mes mollets, tout en répétant ses commentaires. J'étais pétrifié, partagé entre le malaise et la confusion. Pourquoi faisait-il ça? Et pourquoi n'arrêtait-il pas? Ma mère, qui se trouvait à proximité mais occupée avec mes frères et sœurs, a fini par remarquer ce qui se passait. Je n'oublierai jamais la façon dont son expression a changé en un instant. Elle a laissé tomber tout ce qu'elle faisait et s'est dirigée vers nous d'un pas rapide, le regard noir. Arrivée à notre hauteur, elle s'est interposée et, d'une voix forte et tranchante, a lancé à l'homme, reculez immédiatement. Il s'est redressé, visiblement surpris, marmonnant quelques excuses maladroites avant de s'éloigner rapidement. Ma mère m'a pris dans ses bras, me demandant si ça allait, et m'a dit que ce genre de comportement n'était jamais acceptable. Je voyais qu'elle était encore furieuse, mais elle faisait de son mieux pour ne pas m'effrayer davantage. Je ne l'ai plus revue dans l'hôtel, mais cet événement m'a marqué. À 12 ans, je n'avais pas encore pleinement conscience des limites qu'un adulte ne doit jamais franchir avec un enfant. Mais cet incident m'a appris une chose précieuse, il est important de reconnaître ce qui est inapproprié, de ne pas hésiter à s'exprimer, et surtout, d'avoir quelqu'un comme ma mère qui veille et protège. À ce jour, je repense souvent à sa réaction, et je réalise combien elle a été rapide et courageuse. En 2012, lors d'un voyage en Asie du Sud-Est, je séjournais dans une sorte d'hôtel au Cambodge avec mon compagnon de voyage. L'endroit était basique mais fonctionnel, parfait pour des routards comme nous. En pleine nuit, nous avons été réveillés par un bruit étrange provenant de la porte de notre chambre. La poignée était en train de bouger. À moitié endormis, nous avons d'abord pensé que c'était peut-être quelqu'un qui s'était trompé de chambre. Mais alors, la porte s'est ouverte. Mon ami, encore dans un état confus d'éveil, a simplement dit « C'est quoi ce bordel ?» Ce qui, apparemment, a suffi à effrayer l'intrus. Nous avons entendu des bruits de pas précipités, la personne s'enfuyant dans les couloirs. Nous nous sommes regardés, incrédules, et avons échangé cette phrase que beaucoup de gens se disent dans ce genre de situation, est-ce que ça vient vraiment de se passer? L'adrénaline aurait dû nous tenir éveillés, mais, de manière presque absurde, nous avons traité ça comme si ce n'était pas si grave. Je me suis levé pour verrouiller la porte, et nous sommes tous les deux retournés dormir, comme si de rien n'était. Ce n'est que plus tard que j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce qui s'était passé. La porte était verrouillée à l'origine. Cela signifie que l'intrus avait réussi à ouvrir la serrure. Était-ce avec un passe-partout, un crochet, ou autre chose? Ce qui me trouble encore aujourd'hui, c'est pourquoi quelqu'un aurait tenté de s'introduire sachant que la chambre était occupée. Si c'était pour un vol, ce n'est clairement pas le moment le plus discret. Une fois, j'ai séjourné dans un hôtel en Pennsylvanie qui, à première vue, semblait charmant. L'accueil était chaleureux, les lieux paraissaient bien entretenus, et l'ambiance générale un peu rustique ajoutait au charme. Dans la pièce principale, il y avait un mur entier dédié à des poupées anciennes. C'était un peu étrange, certes, mais je me suis dit que c'était juste une décoration excentrique. C'est une fois installé dans ma chambre que j'ai commencé à remarquer des choses inquiétantes. En explorant les lieux, je me suis rendu compte qu'il y avait des marques de rayures sur le sol près d'une bibliothèque. Par curiosité, j'ai examiné la bibliothèque de plus près, et après quelques manipulations,
j'ai découvert qu'il s'agissait en réalité d'une porte secrète. Intrigué, j'ai décidé de demander des explications au propriétaire. Quand je lui ai posé la question, il a répondu, un peu trop rapidement, que oui, la porte fonctionnait. Il m'a même fait une démonstration, l'ouvrant pour révéler une pièce qui servait de bureau. L'endroit était désordonné, rempli de piles de papier et d'un ordinateur, un peu comme une sorte de débarras. Ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est que cette porte avait un verrou mais uniquement de leur côté. Quand j'ai demandé s'il y avait un verrou de mon côté, il a simplement souri, un sourire qui semblait trop large, trop insistant, et a répondu non. Je lui ai fait part de mon inquiétude après tout, il s'agissait d'une entrée dissimulée et non verrouillable menant directement à ma chambre, et cela n'avait pas été mentionné. Mais il s'est contenté de continuer à sourire, sans rien ajouter. L'inquiétude a commencé à monter. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer ce qu'un accès aussi facile à ma chambre pouvait permettre. Je me suis demandé s'il y avait des caméras cachées, si quelqu'un pouvait entrer sans que je le sache, ou pire. Le malaise était palpable. Cette nuit-là, toute idée de passer une soirée détendue s'est envolée. Je n'ai même pas envisagé de me changer ou de faire quoi que ce soit d'intime dans cette chambre, de peur d'être observé. J'ai déplacé les meubles pour barricader cette maudite porte, plaçant tout ce que je pouvais trouver contre elle. Malgré ces précautions, je n'ai presque pas dormi, sursautant au moindre bruit, imaginant toutes les possibilités effrayantes que cette situation offrait. Au matin, j'ai quitté l'hôtel le plus tôt possible, évitant autant que possible le regard du propriétaire. Ce séjour a laissé une impression durable, pas seulement à cause de la porte secrète, mais aussi à cause de ce sourire étrange qui semblait cacher quelque chose d'inavouable. J'étais arrivé tard dans un hôtel pour un voyage d'affaires. Mon vol avait eu un problème technique, nous avions dû atterrir en urgence, et l'équipe de maintenance avait réparé l'avion directement sur le tarmac sans que nous puissions descendre. Après des heures de retard, j'ai enfin pu atteindre l'hôtel, confirmation en main, la chambre déjà payée depuis des semaines. Il était 5 heures plus tard que prévu, et je n'avais qu'une envie, poser mes affaires et dormir. Mais, bien sûr, ma chambre avait été donnée à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, mon niveau de patience était à 0. Entre les retards et les tracas du voyage, j'étais épuisé et déterminé. L'événement pour lequel j'étais là se tenait dans cet hôtel, et je refusais de repartir sans une solution. Poliment, mais avec une fermeté résolue, j'ai insisté, je voulais une chambre, peu importe laquelle. Après quelques minutes de scramble, ils m'ont proposé une chambre en travaux, précisant qu'elle n'était pas idéale mais utilisable. Tant que les draps sont propres et que je peux dormir, je m'en fiche, ai-je répondu, sans me douter de ce que j'acceptais. Grave erreur. La chambre qu'ils m'ont donnée n'était pas seulement en travaux. C'était littéralement une scène de crime. L'affaire était terminée, m'ont-ils précisé, donc il n'y avait aucun problème légal, mais quelqu'un avait été tué, ou presque, dans cette pièce. Dès mon entrée, l'atmosphère pesante m'a frappé. Ils avaient essayé de camoufler les traces, mais c'était impossible de ne pas les remarquer. Les murs et le plafond avaient été recouverts d'une couche d'apprêt, mais les éclaboussures de sang étaient encore visibles à travers. Ce n'étaient pas des marques aléatoires, c'était un véritable tableau morbide. On pouvait deviner où la personne avait été frappée, où elle avait essayé de se relever, et enfin, l'endroit où elle s'était effondrée. Le sol était encore pire. Ils avaient simplement collé une bâche en plastique semi-transparente sur les taches de sang séché qui formaient une large flaque au centre de la pièce. Les murs portaient des marques évidentes de réparation, de multiples trous avaient été bouchés, mais leur disposition parlait d'une violence incompréhensible. C'était comme si la pièce elle-même racontait les derniers instants d'un événement tragique. Ils avaient, cela dit, pris soin de me fournir un lit et une télévision flambant neufs, sortis de leur inventaire. Je me suis dit que tant que je pouvais poser la tête sur un matelas propre, je pourrais peut-être ignorer le reste. Mais chaque regard que je jetais autour de moi me ramenait à l'horreur implicite de cette chambre. Le détail le plus troublant, cependant, restait le travail de peinture. Ce n'était pas juste des taches ici et là, c'était un schéma. Un récit silencieux. En suivant les traces, je pouvais presque voir la scène se dérouler. L'agression, la tentative désespérée de fuir,
l'effondrement final. Cela me hantait. Même avec les lumières éteintes, j'avais l'impression de sentir la présence du passé dans cette pièce. J'ai passé la nuit, mais je n'ai pratiquement pas dormi. Chaque bruit dans le couloir, chaque grincement, me faisait sursauter. Au matin, j'ai quitté la chambre aussi vite que possible, me sentant à la fois soulagé de m'échapper et encore oppressé par ce que j'avais vu. Quand j'avais environ 4 ans, ma famille a séjourné au Cedar Lodge Motel, où Carrie travaillait juste avant de devenir tristement célèbre pour avoir assassiné 4 femmes. Nous étions en route pour Yosemite. Le trajet avait été long et éprouvant, 3 enfants de moins de 7 ans, 2 adultes fatigués, et des montagnes interminables avaient mis nos nerfs à rude épreuve. Quand nous sommes enfin arrivés au motel, il faisait nuit, nous étions tous grincheux, et nous avions hâte de sortir de la voiture. Mais dès que nous sommes entrés sur le parking, ma mère a ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation indescriptible lui a fait grincer des dents. Elle a immédiatement insisté pour que nous repartions chercher un autre hôtel, réservation ou pas. Ma mère a toujours eu une sorte de 6e sens, une intuition incroyable qui nous a sauvé la mise plus d'une fois. Mais ce soir-là, mon père, épuisé, a réussi à la convaincre de rester, ne serait-ce que pour une nuit. Il lui a promis qu'on partirait dès le lendemain matin. Je me souviens encore de l'attitude de ma mère ce soir-là. Elle refusait de nous lâcher la main, nous, les enfants, et nous gardait près d'elle en permanence, son regard ne cessant de balayer les environs pendant qu'elle procédait à l'enregistrement. Mon père, espérant la détendre, a proposé qu'on aille tous à la piscine pour se relaxer. C'était censé apaiser l'ambiance. À la piscine, il n'y avait pas de serviettes. Ma mère a donc appelé la réception pour en demander. Quelques minutes plus tard, un homme est arrivé avec des serviettes. Le moment où cet homme a mis un pied près de la piscine, ma mère a complètement changé d'attitude. Elle nous a attrapés immédiatement et nous a sortis de l'eau, comme si sa vie en dépendait. Elle a refusé de nous lâcher une seule seconde jusqu'à ce qu'on retourne dans notre chambre. Plus tard, elle a dit qu'elle avait ressenti une pure et profonde malveillance en cet homme, une impression d'un mal incommensurable. Elle en tremblait encore. Cette nuit-là, mes parents ont poussé la commode contre la porte et nous ont fait dormir tous dans le même lit, bien serrés les uns contre les autres. Ma mère restait éveillée, surveillant chaque bruit. Dès les premières lueurs du matin, nous avons quitté le motel sans demander notre reste. Sur le chemin vers un autre hôtel, ma mère n'arrêtait pas de dire que cet endroit était mauvais, qu'elle n'y retournerait jamais. 2 mois plus tard, mes parents regardaient les informations tard dans la nuit. Ils ont vu un reportage sur un homme accusé d'avoir tué une femme et 2 jeunes filles près de Yosemite. Au moment même où ma mère s'apprêtait à dire « Je parie que c'est ce motel », la télévision a affiché le visage de Carrie. Ils ont ensuite annoncé que les crimes avaient eu lieu au Cedar Lodge Motel. Ma mère a immédiatement reconnu l'homme qui nous avait apporté des serviettes à la piscine. C'était Carrie. Depuis cet événement, nous ne sommes jamais retournés à Yosemite. Ma mère, quant à elle, nous a inculqué une leçon précieuse, toujours écouter son instinct. Quand chaque fibre de votre être vous hurle que quelque chose ne va pas, partez, peu importe les circonstances. Ce souvenir reste gravé dans notre famille comme un rappel de la puissance de l'intuition et des dangers qu'on ne voit parfois pas immédiatement. En 1996, alors que je séjournais dans un hôtel à Pékin, j'ai vécu une expérience pour le moins troublante. Après une longue journée à explorer la ville, je suis rentré dans ma chambre pour prendre une douche. Rien d'inhabituel jusque-là. Mais après m'être douché, j'ai décidé de m'allonger sur le lit pour me sécher à l'air libre, sans me presser, profitant du moment. Les rideaux étaient tirés, et je pensais être complètement à l'abri des regards extérieurs. Quelques minutes plus tard, alors que je me détendais tranquillement, le téléphone de ma chambre a sonné. Surpris, j'ai décroché. La voix au bout du fil, sèche et autoritaire, m'a pris de court. On me demandait, ou plutôt on m'ordonnait, de m'habiller immédiatement. J'étais sidéré. Comment pouvait-il savoir dans quelle tenue je me trouvais? Mon cœur s'est mis à battre plus vite alors que je comprenais peu à peu ce que cela impliquait.
J'ai jeté un regard autour de la pièce, cherchant désespérément une explication. Puis une pensée glaçante m'a traversé l'esprit, des caméras. Il devait y avoir des caméras cachées quelque part dans la chambre. L'idée que quelqu'un puisse m'observer à mon insu était profondément dérangeante. Ce sentiment d'intrusion totale, de violation de mon intimité, m'a fait me lever d'un bond pour me rhabiller et inspecter chaque recoin de la chambre. Ce n'est qu'après avoir échangé avec quelques personnes sur cet incident que j'ai appris une vérité encore plus sordide. Certains hôtels à Pékin, à l'époque, auraient placé des caméras dans les chambres pour espionner les clients. Pire encore, il paraissait que ces images étaient parfois utilisées ou même diffusées sur des plateformes en ligne clandestines. À l'époque, Internet commençait à peine à se développer, et cette idée d'exhibition involontaire sur une plateforme mondiale ajoutait une couche d'horreur à l'expérience. Je n'ai jamais su si les images de ce jour-là avaient réellement été enregistrées ou diffusées. Mais cette histoire m'a laissé avec un profond malaise et une méfiance durable envers les lieux publics où l'on devrait normalement se sentir en sécurité. Depuis ce jour, chaque fois que je m'installe dans un hôtel, la première chose que je fais est de vérifier les recoins, les miroirs et les objets inhabituels à la recherche de la moindre anomalie. Ce qui devait être un simple moment de détente est devenu un souvenir qui me poursuit encore aujourd'hui. Ma mère voyageait pour le travail et, durant un vol, elle s'est retrouvée assise à côté d'un homme, également en déplacement professionnel. Ils ont eu une conversation tout à fait banale, comme cela arrive souvent dans ce genre de situation, et ont même échangé leurs cartes de visite. Rien de suspect à ce moment-là. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était installée dans sa chambre d'hôtel à regarder la télévision, le téléphone a sonné. C'était la réception. Ils lui ont dit que son mari était arrivé et qu'il voulait savoir s'il pouvait récupérer une clé pour accéder à la chambre. Ma mère, surprise, leur a immédiatement répondu qu'il devait y avoir une erreur, car son mari n'était pas avec elle en voyage. C'est à ce moment qu'elle a réalisé la gravité de la situation. Le mari en question n'était autre que l'homme avec qui elle avait discuté dans l'avion. Il avait utilisé les informations échangées, son nom et son hôtel, pour tenter de se faire passer pour son conjoint et obtenir un accès à sa chambre. Heureusement, le personnel de l'hôtel a respecté les procédures et n'a pas donné la clé sans sa confirmation. Cet incident l'a profondément marqué. Même si rien ne lui est arrivé, la prise de conscience qu'un simple échange de cartes de visite pouvait être utilisé de cette manière l'a rendue bien plus prudente par la suite. Depuis, elle s'assure toujours de verrouiller les doubles verrous dans les chambres d'hôtel et évite de partager trop d'informations personnelles avec des inconnus, même dans un contexte professionnel. Il y a quelques années, mon ami et moi avons tenté l'expérience couchsurfing.com. On est tous les deux des gars assez costauds, donc en général, on se sent plutôt en sécurité où qu'on aille. Mais cette fois, l'expérience a été, disons, perturbante. Nous sommes arrivés à la maison d'un hôte, et c'est un homme d'une soixantaine d'années qui nous a ouvert la porte. Il était en pleine conversation téléphonique et ne portait qu'un pantalon de survêtement. Pas de t-shirt, rien d'autre. Il nous a fait signe d'entrer, toujours au téléphone, puis a terminé sa conversation avec un « je t'aime ». Ensuite, il s'est tourné vers nous, nous a accueillis avec un sourire et s'est excusé pour l'appel. Il a commencé à nous parler de sa petite amie, celle avec qui il était au téléphone, et a précisé qu'elle vivait à l'étranger. Puis, comme s'il voulait se vanter, il a mentionné qu'il avait plusieurs petites amies et qu'il se considérait comme un vrai Don Juan. C'est à ce moment qu'il a sorti son téléphone pour nous montrer des photos de ses conquêtes. Les photos étaient étranges, très inconfortables. Ces filles semblaient incroyablement jeunes, à peine 14 ans pour certaines. Et là, comme si ce n'était pas déjà assez dérangeant, il a accidentellement montré une photo d'un passeport appartenant à l'une d'elles. Mon ami et moi avons échangé un regard. C'était clairement louche. On était au début de la vingtaine, et honnêtement, on ne savait pas quoi faire. La situation était vraiment bizarre, mais on a improvisé en disant qu'on était fatigué et qu'on voulait aller dormir. Il nous a conduits à notre chambre, toujours en parlant, mais cette fois en se frottant le ventre de manière étrange. Avant de partir, il a précisé qu'il nous préparerait le petit déjeuner le lendemain matin. Autant dire qu'on ne comptait pas rester assez longtemps pour le vérifier.
On a décidé de dormir là, mais juste pour la nuit, et de partir avant qu'il ne se réveille. Mon ami, méfiant, a dormi contre la porte pour empêcher qu'il entre discrètement pendant la nuit. Aucun de nous n'a réellement dormi. L'atmosphère était oppressante, et chaque petit bruit nous faisait sursauter. Au petit matin, bien avant le lever du soleil, nous avons rassemblé nos affaires le plus discrètement possible et avons filé sans un bruit. On ne voulait plus jamais revoir ce type. Même des années plus tard, en repensant à cette nuit, on ressent encore ce sentiment de malaise. Cet homme nous a donné des énergies tellement étranges, avec ses histoires de petites amies et ses photos bizarres. On se sentait tout simplement sale d'avoir passé du temps sous son toit. Depuis, on a décidé d'être bien plus sélectif avec les autres couchsurfing et on écoute toujours notre instinct si quelque chose nous met mal à l'aise. Je suis arrivé à un hôtel isolé sur la côte sud de Marmari, en Turquie, vers 2 heures du matin. La journée avait été interminable, un marathon à travers Istanbul, suivi d'un vol, puis d'un long trajet en bus jusqu'à Marmari. Là, j'avais dû négocier avec des chauffeurs de taxi qui ne parlaient pas un mot d'anglais et qui, pour couronner le tout, n'avaient jamais entendu parler de cet hôtel. C'était une petite station balnéaire si perdue que son existence semblait presque anecdotique. Quand le taxi s'est finalement arrêté devant l'hôtel, j'ai eu du mal à croire ce que je voyais. L'endroit était en flammes. Littéralement. Des flammes s'échappaient de certaines fenêtres, et une épaisse fumée enveloppait une partie du bâtiment. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, le propriétaire, debout à l'entrée, s'est précipité vers le taxi, tout sourire. Il a ouvert la portière avec enthousiasme. « Vous venez. J'ai une belle chambre pour vous. » Je n'ai pas pu m'empêcher de pointer l'évidence, l'hôtel est en feu. D'un geste désinvolte, il a balayé ma remarque, « Petit feu. » Pas de problème. Vous venez. J'étais complètement épuisé, vidé de toute énergie, au point que ma capacité de jugement semblait s'être évaporée. Contre toute logique, je me suis retrouvé à suivre le propriétaire à l'intérieur. Nous avons traversé des tuyaux d'incendie, contourné des pompiers qui montaient et descendaient en courant un escalier remarquablement élégant, et passé dans des couloirs envahis par la fumée. À un moment, nous nous sommes arrêtés sur le palier du 2e étage. Le propriétaire a pointé une aile de l'hôtel, où les flammes rugissaient encore, avant de me montrer l'autre côté, vous voyez ? Le feu, c'est seulement ici. Ici, pas de feu. Vous venez. Je n'avais plus la force de protester. Mon corps et mon esprit étaient en mode pilote automatique. Il m'a conduit à une chambre à l'écart, loin du chaos. Et, comme il l'avait promis, la chambre était effectivement sans flamme. J'ai rapidement lu le plan d'évacuation en cas d'incendie au dos de la porte, vérifié par la fenêtre pour voir si je pouvais sauter en cas d'urgence, et me suis effondré sur le lit, tout habillé, chaussures comprises. Je n'avais même pas l'énergie de m'inquiéter. Le lendemain matin, je me suis réveillé, vivant, mais toujours incrédule. Était-ce un rêve ? Une hallucination due à la fatigue ? Mais en descendant l'escalier, l'odeur de fumée et les restes calcinés de l'aile opposée de l'hôtel m'ont ramené à la réalité. Le propriétaire, radieux de me voir en vie, m'a accueilli chaleureusement et a insisté pour partager le petit déjeuner avec moi. Il était tellement content que j'ai survécu qu'il semblait considérer cela comme un véritable triomphe. Quelques années plus tard, poussé par une sorte de curiosité nostalgique, je suis retourné à l'hôtel. Tout avait été restauré. Plus aucune trace de l'incendie. L'endroit était magnifique, calme et accueillant. Mais chaque fois que j'y pense, je ne peux m'empêcher de sourire en me rappelant cette nuit irréelle et cet homme qui, au milieu du chaos, semblait convaincu que tout irait bien. Et, étonnamment, il avait raison. Lors d'un voyage dans les îles d'Écosse, nous avons séjourné dans un hôtel tenu par un couple. À première vue, tout semblait charmant, les chambres étaient magnifiquement décorées, impeccablement entretenues, avec une attention évidente portée aux détails. Mais rapidement, nous avons remarqué quelque chose d'étrange, des pancartes partout nous interdisant de toucher à quoi que ce soit. Chaque objet, chaque meuble semblait être là pour être admiré, mais surtout pas utilisé.
Le système pour utiliser la douche était encore plus bizarre. Vous deviez demander la permission au couple avant de pouvoir l'utiliser. Quant à l'accès à Internet, il était strictement coupé à 23 heures, pas une minute de plus. Mais ce qui était le plus perturbant, c'était la propriétaire elle-même. Elle patrouillait dans les couloirs à des heures aléatoires de la nuit. On pouvait entendre ses pas légers et le plancher qui grinçait, alors qu'elle vérifiait si tout le monde dormait et, selon ses mots, si personne ne faisait quelque chose d'illégal, comme utiliser Internet après le couvre-feu. Le lendemain matin, en partant, l'atmosphère est devenue franchement oppressante. Lorsque nous avons libéré notre chambre, elle est entrée immédiatement, sans invitation, et a déclaré que nous pestions. Elle a même ouvert une fenêtre en nous montrant d'un geste accusateur que nous avions pollué son espace. Elle a ensuite exigé que nous payions immédiatement, sur un ton sec et autoritaire. Nous n'étions pas les seuls à vivre cette situation étrange. Un autre voyageur a été jeté dehors sous une pluie battante, parce qu'il n'avait pas quitté la chambre pile à 10 heures, heure de départ imposée. La propriétaire n'a même pas voulu le laisser attendre son taxi à l'intérieur. Il est resté dehors, trempé, dans un orage violent. Un autre client, pris au dépourvu dans cet endroit isolé, n'avait pas suffisamment de liquide sur lui pour régler sa chambre. La femme lui a confisqué ses bagages, refusant de les rendre tant qu'il n'était pas revenu avec l'argent. Il a dû parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un moyen de paiement, sans même ses affaires pour se couvrir. Mais ce qui a vraiment couronné le tout, c'était son comportement à notre départ. Après avoir insulté certains clients, mis d'autres à la porte et instauré une ambiance générale de contrôle, elle a demandé à tout le monde, avec un grand sourire, si nous avions apprécié notre séjour. Honnêtement, c'était l'un des séjours les plus déroutants de ma vie. L'endroit, aussi beau qu'il était complètement gâché par les règles absurdes, le comportement oppressant et les interactions surréalistes avec la propriétaire. Une expérience que je ne compte pas revivre, mais que je ne risque pas d'oublier. Une fois, j'ai séjourné dans un petit hôtel avec salle de bain commune. La première nuit, vers 2 heures du matin, je me suis réveillé avec une envie pressante. Complètement fatigué, je me suis traîné hors du lit, en maudissant le fait que la salle de bain était au bout du couloir. Ce n'était pas très loin, mais dans mon état, cela semblait une expédition interminable. J'ai finalement atteint la salle de bain, poussé la porte, et ce que j'ai vu à l'intérieur m'a stoppé net. Il y avait un homme, habillé de la tête aux pieds en mime, avec le visage entièrement maquillé de blanc, des vêtements noirs et blancs, le tout impeccable. Il était accroupi au milieu de la pièce, mais bizarrement, son pantalon était toujours remonté. C'était une scène tellement absurde que mon cerveau avait du mal à la traiter. J'ai dû rester figé une seconde ou deux, juste assez longtemps pour qu'il lève les yeux vers moi. Il m'a adressé un grand sourire, a levé la main pour me faire un petit signe, puis a commencé, sans un bruit, à pousser de façon exagérée, comme s'il jouait une sorte de sketch invisible. Aucun mot. Juste ce sourire calme et ce mime absurde. Complètement déstabilisé, j'ai fait demi-tour immédiatement. Je suis retourné dans ma chambre à toute vitesse, j'ai fermé la porte à clé, et dans mon état de confusion totale, j'ai décidé que je ne retournerai pas dans ce couloir. J'ai attrapé une bouteille vide et me suis débrouillé comme j'ai pu. Pendant un voyage en Inde avec ma copine, nous avons vécu plusieurs expériences effrayantes. Nous sommes 2 Européennes, et ces histoires restent gravées dans ma mémoire. À Bangalore, après 18 heures dans un bus de nuit, nous avons réservé un hôtel. Nous étions épuisés et ne voulions qu'un lit et un peu de nourriture. Les garçons à la réception étaient assez bizarres, toujours en train de nous fixer, mais nous avons décidé de ne pas y prêter attention et sommes allés dans notre chambre vers 21 heures. Vers 23 heures, les lumières se sont éteintes complètement. J'ai essayé d'appeler la réception, mais le téléphone ne fonctionnait pas. Tout à coup, la poignée de la porte a commencé à bouger. J'ai allumé la lampe de mon téléphone et regardé la porte, elle s'ouvrait lentement. Ma copine a crié, et je me suis levé d'un bond pour refermer la porte. La personne de l'autre côté poussait aussi, et nous avons lutté un moment avant que je réussisse à verrouiller la porte. 5 minutes plus tard, le bruit a repris.
Cette fois, la personne avait une clé et ouvrait la porte lentement. C'était terrifiant. J'ai frappé sur la porte en criant « Dégagez !» Nous avons appelé la police, mais ils n'ont rien fait. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Dans le sud, nous avions réservé un autre hôtel. Pendant que ma copine était dans la salle de bain, elle a soudain commencé à crier. Je suis arrivé juste à temps pour voir un trou dans le plafond et un œil qui nous observait. La personne a immédiatement pris la fuite, et nous avons entendu ses pas sur le toit. Après 6 mois à voyager, nous étions fatigués des hôtels bon marché et parfois effrayants. J'avais eu un accident et pouvais à peine bouger, alors j'ai demandé à ma copine de réserver le plus bel hôtel possible, avec des draps blancs impeccables. C'était censé être une petite parenthèse de confort. L'hôtel avait l'air bien, le réceptionniste dormait dans un sac de couchage à la réception, ce qui était bizarre, mais nous n'avons pas fait attention. Nous nous sommes endormis, pour nous réveiller quelques heures plus tard couvertes de tickets de punaises de lit. Les draps blancs étaient maintenant tachés de notre sang. Une conclusion parfaite pour nos 6 mois de voyage. Cela s'est passé il y a quelques semaines dans une auberge de jeunesse à Londres. J'étais avec 2 amis, tous 2 des hommes, et nous avions réservé un dortoir mixte de 9 lits. La chambre comportait 3 lits superposés à 3 niveaux. J'étais dans le lit du bas de la rangée de droite, l'un de mes amis était sur le lit du haut, au-dessus de moi, et mon autre ami dormait dans le lit du bas de la rangée du milieu. Nous sommes rentrés vers 2 heures du matin, épuisés, et nous nous sommes glissés discrètement dans nos lits. Tout semblait normal. Après quelques minutes passées à essayer de m'endormir, j'ai entendu du bruit derrière moi. Couché sur le côté, face au mur, j'ai supposé que quelqu'un fouillait simplement dans son sac. Rien d'anormal. Puis, j'ai senti une main sur ma hanche, au-dessus de la couverture. Je me suis retourné et ai vu un homme inconnu qui me disait de me pousser tout en tirant sur ma couverture. Au début, j'ai pensé qu'il était ivre et qu'il s'était trompé de lit. Je lui ai calmement dit de retourner dans son propre lit. Il est parti en direction du lit du bas de la rangée de gauche. Mais quelques minutes plus tard, il est revenu. Je lui ai de nouveau dit de retourner à sa place. Ce va-et-vient s'est répété plusieurs fois, et à chaque fois, je lui répondais de plus en plus fermement, allant jusqu'à lui crier de foutre le camp. Mon anxiété montait en flèche. Tremblant de nerfs, j'ai envoyé un message à mon ami qui dormait sur le lit du haut, expliquant que je n'arriverais pas à dormir cette nuit-là. Il a répondu de manière désinvolte, pensant que je parlais de quelqu'un qui ronflait. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que mes 2 amis portaient des bouchons d'oreilles. Ils avaient entendu ma voix mais pensaient que je parlais à l'autre. Je lui ai expliqué la situation, et il a commencé à surveiller ce qui se passait. Le gars est ensuite allé dans la salle de bain attenante. Je pouvais voir la lumière par la porte restée ouverte, mais je refusais de regarder. Mon ami m'a informé plus tard que le type se promenait avec son pantalon baissé, probablement pour attirer mon attention. Finalement, il est retourné dans son lit, et nous avons pensé que c'était fini. Mais non. Le gars est revenu une fois de plus. Mon ami, en alerte, a braqué la lampe de son téléphone sur le sol et l'a engueulé pour qu'il dégage. C'est là qu'il a découvert que le type rampait littéralement sur le sol pour essayer d'atteindre mon lit. C'est à ce moment que les choses ont empiré. Offensé par la lumière, le type a soudain décidé de grimper sur l'échelle du lit superposé comme une sorte de King Kong, essayant d'arracher le téléphone de mon ami. Une bagarre s'en est suivie, mon ami essayant de le repousser avec des coups de pied dans le cou. Mais, incroyablement, l'homme revenait à la charge comme si de rien n'était. Profitant de la confusion, j'ai couru chercher la sécurité. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le type toujours accroché au lit superposé. La police a été appelée, et il a été embarqué dans un fourgon anti-émeute et banni de l'auberge. Pendant qu'il était à l'extérieur, attendant le fourgon, il a même commencé à se cogner la tête contre un mur en briques à plusieurs reprises. Clairement, ce type n'était pas simplement ivre. Il était sous l'influence de quelque chose de bien plus fort, vu qu'il ne semblait pas ressentir la douleur, même après un coup de pied au cou. Ce qui était encore plus bizarre, c'était qu'il essayait de se dédouaner auprès de la sécurité,
balbutiant des choses en anglais approximatif comme « Venez voir là-haut, regardez comme cet homme est viol ». Le lendemain matin, notre autre ami, celui qui avait dormi profondément pendant toute cette scène, a naïvement commenté « Je n'en reviens pas à quel point les gens à Londres sont amicaux ». Mon entreprise nous logeait au Shiloh Inn, dans le centre-ville de Salt Lake City, lorsque nous étions en déplacement. Un soir, un de mes collègues, installé dans sa chambre, a été réveillé en pleine nuit par le bruit de plusieurs enfants qui jouaient ou couraient dans le couloir. Le vacarme a duré plus longtemps qu'il ne pouvait tolérer, alors il a fini par ouvrir la porte de sa chambre pour leur dire de se calmer. Mais, à sa grande surprise, le couloir était vide. Ce qui le troublait encore plus, c'est qu'il pouvait toujours entendre les rires et les voix des enfants, bien qu'il n'y ait personne en vue. Pensant qu'il devait être dans une chambre voisine, il a appelé la réception pour se plaindre. L'homme à la réception a affirmé, avec certitude, qu'il n'y avait aucun enfant logé à cet étage, mais il a ajouté que le bruit se calmerait probablement bientôt. Il lui a même proposé d'envoyer des bouchons d'oreilles. Mon collègue était frustré. Comment pouvait-on affirmer qu'il n'y avait pas d'enfants alors qu'il entendait clairement leur voix? Néanmoins, il est retourné au lit, agacé mais trop fatigué pour insister. Finalement, il a fini par s'endormir. Le lendemain matin, au moment de son départ, une autre employée de la réception lui a posé la question de routine, « Votre séjour a-t-il été satisfaisant ?» Mon collègue, toujours contrarié, lui a raconté ce qui s'était passé, exprimant son mécontentement quant au fait que ses plaintes avaient été écartées. La réceptionniste semblait mal à l'aise. Elle a baissé la voix et, à demi-mot, lui a dit « Nous ne sommes pas censés parler de notre histoire aux clients. Mais faites une recherche sur Google avec les mots Rachel David, et vous comprendrez ce qui vous est arrivé. Nous recevons des plaintes similaires toutes les quelques semaines, et nous évitons autant que possible de loger des enfants à cet étage. » Intrigué, mon collègue a sorti son téléphone dans le van en route pour l'aéroport et a fait des recherches. Ce qu'il a découvert était bouleversant. Dans les années 1970, une femme nommée Rachel David avait séjourné à cet hôtel, alors appelé l'International Dune. Pendant son séjour, elle avait tragiquement jeté ses 7 enfants du balcon du 11e étage, avant de se suicider en sautant à son tour. Tous les enfants étaient morts sur le coup. Au Mexique, ma petite amie et moi avons passé une nuit dans une cabane en pleine jungle. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Pour des Européens de l'Europe centrale comme nous, pas du tout habitués à la faune sauvage potentiellement dangereuse araignées, scorpions et autres joyeusetés, l'expérience s'annonçait déjà hors de notre zone de confort. Pourtant, le cadre était idyllique. Il y avait un magnifique cénote à proximité, et la journée avait été incroyable, marquée par une pluie tropicale intense qui ajoutait à l'exotisme du lieu. Mais la nuit c'était une toute autre histoire. La cabane était simple, pour ne pas dire rudimentaire, avec un lit équipé d'une moustiquaire. Enfin, moustiquaire est un grand mot, elle était pleine de trous, aussi grands que des pièces de monnaie. En nous installant dans le lit, enveloppé par l'obscurité totale, j'ai commencé à ressentir un malaise grandissant. Le genre de sensation qui vous fait douter de chaque bruit, de chaque frisson. Ma petite amie semblait se détendre, mais moi, je n'arrivais pas à m'apaiser. Finalement, je me suis dit qu'un rapide coup d'œil à la lumière de mon téléphone pour m'assurer que tout allait bien m'aiderait à me rassurer. Grosse erreur. À peine ai-je allumé ma lampe de poche que la lumière a révélé l'horreur. Il y avait des centaines, littéralement des centaines, de grosses araignées. Elles tapissaient les murs, le plafond, chaque surface de cette petite cabane. Certaines étaient immobiles, d'autres bougeaient lentement, mais elles étaient partout. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, et une vague de panique m'a envahi. Je n'avais jamais vu autant d'araignées de ma vie, encore moins dans un espace aussi confiné. Je n'ai rien dit à ma petite amie sur le moment, pour ne pas la paniquer, mais elle a vite compris que quelque chose n'allait pas quand elle a vu mon expression et que je me suis mis à m'emmitoufler frénétiquement dans tous les vêtements que nous avions emportés. T-shirt, pull, pantalon, chaque centimètre de ma peau devait être couvert. Je me suis transformé en momie improvisée, espérant que cela suffirait à tenir les araignées à distance. La nuit a été interminable.
Chaque fois que j'entendais un froissement ou sentais un contact, mon esprit s'emballait, imaginant une araignée en train de ramper sur moi. Je ne sais pas si j'ai réussi à dormir plus de 10 minutes d'affilée. Même le chant des animaux de la jungle, si apaisant dans la journée, semblait hostile dans cette obscurité oppressante. Le matin, quand les premiers rayons du soleil ont filtré à travers les trous de la cabane, c'était comme une libération. Nous avons quitté cette cabane aussi vite que possible, les vêtements encore collés à nos corps par la chaleur et l'humidité. Cette expérience a été une véritable immersion dans la nature sauvage, mais aussi un rappel brutal de notre vulnérabilité face à un environnement auquel nous n'étions absolument pas préparés. Je venais de terminer un énorme événement professionnel de 5 jours, où j'avais accumulé à peine 10 heures de sommeil au total. Autant dire que j'étais épuisé quand je suis arrivé à mon motel, situé à l'étranger. L'endroit était un peu délabré, avec des tapis et des couvertures légèrement humides, mais j'étais tellement fatigué que je n'y ai même pas prêté attention. Je me suis effondré sur le lit vers 20h, heure locale, et je me suis endormi immédiatement, comme une pierre. Mais vers 23h, le téléphone de la chambre a sonné, me réveillant en sursaut. À l'autre bout du fil, quelqu'un s'est présenté comme étant du personnel du motel, expliquant qu'il y avait eu une plainte pour bruit. Complètement désorienté, je leur ai répondu que c'était impossible, car je dormais profondément depuis plusieurs heures. La personne m'a alors demandé si, peut-être, il y avait quelqu'un d'autre dans ma chambre qui aurait pu faire du bruit. Je leur ai assuré que j'étais seul et qu'il n'y avait personne d'autre. Pourtant, ils ont insisté, me demandant une nouvelle fois si j'étais absolument certain d'être seul dans la chambre et de ne pas être à l'origine du bruit. Je leur ai répété que oui, j'étais seul et que je n'avais rien entendu. L'interaction m'a paru étrange sur le moment, mais j'étais tellement fatigué que je suis retombé dans un sommeil profond immédiatement après avoir raccroché. C'est seulement au réveil, le lendemain matin, que j'ai commencé à réfléchir à ce qui s'était passé. Tout cela m'a paru incroyablement suspect. La chambre était silencieuse, et je n'avais entendu aucun bruit provenant des chambres voisines ou des couloirs. Pourquoi le personnel aurait-il eu besoin de confirmer plusieurs fois que j'étais seul? Et pourquoi m'aurait-on accusé de faire du bruit alors que je dormais? Après avoir vérifié auprès de la réception, j'ai appris qu'ils n'avaient jamais passé cet appel. Ce qui signifie que quelqu'un d'autre appelait probablement les différentes chambres du motel, essayant de savoir qui était seul, qui dormait, et combien de personnes étaient présentes. Une prise de conscience glaçante. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant d'avoir utilisé la chaîne de sécurité et le verrou supplémentaire sur la porte. Pas forcément flippant, mais franchement déprimant. Je venais d'arriver en Australie depuis environ une semaine et j'avais décidé de commencer directement par du travail à la ferme pour valider le fameux visa de 2e année. L'idée semblait bonne sur le papier, mais la réalité m'a frappé de plein fouet. Je suis arrivé dans une maison délabrée, perdue au milieu de nulle part, littéralement dans le trou du cul du monde. Les murs intérieurs étaient recouverts de graffitis, donnant à l'endroit une allure de squat de toxicomane. Les autres personnes qui logeaient là avaient l'air brisées, le genre de gars qui semblait avoir abandonné toute envie de sourire ou de rêver. On nous a informé que la prochaine course pour les courses alimentaires ne serait pas avant 2 jours. En attendant, chacun avait droit à un pain de mie pour tenir. Pas de beurre, pas de garniture, juste du pain sec. Le lendemain, le travail a commencé. Nous devions récolter des haricots verts, payer $1,10 le kilo. J'ai bossé comme un dingue toute la journée, pendant environ 14 heures, pour au final gagner quelque chose comme $50. Complètement absurde. La nuit, on dormait à plusieurs dans ce qui semblait autrefois être un salon. Les lits étaient entassés les uns contre les autres, sans aucune intimité. Pour le dîner, devinez quoi? Encore du pain nature. Pas de lumière, pas de réconfort, juste une sensation de désespoir qui semblait planer sur tout le monde. Le lendemain, après quelques heures de travail sous un soleil de plomb, mon pote s'est levé, m'a regardé et a dit « C'est quoi ce bordel ? Pas question que je reste ici. » On n'a pas réfléchi une seconde de plus. On a ramassé nos affaires et on est retourné direct à Melbourne. Cette décision a tout changé.
On a trouvé une auberge de jeunesse incroyable, pleine de gens géniaux, où on s'est fait des souvenirs inoubliables. J'ai décroché un boulot payé 25 $ de l'heure, un salaire plus que respectable, surtout après l'enfer qu'on venait de vivre. Avec le recul, cette expérience reste un avertissement, il y a des endroits où il ne faut pas insister. Ce genre de travail peut vite devenir une trappe à désespoir, et on a eu la chance de s'en échapper avant d'y laisser notre morale. Bref, horreur évitée de justesse, et une bonne leçon de vie à la clé. Une fois, un ami et moi avons passé une nuit dans un hôtel assez chic. L'endroit était superbe, avec une décoration élégante et une ambiance un peu hors du temps. La propriétaire était d'une gentillesse incroyable, toujours souriante et attentive. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement, quelque chose qui nous a mis mal à l'aise malgré tout. Pour commencer, elle semblait littéralement apparaître de nulle part. On pouvait être tranquillement assis dans une grande pièce, avec une seule porte visible, et sans prévenir, elle était là. Pas de bruit de pas, pas de signe avant-coureur. Soit cet endroit avait des passages secrets, soit elle avait une capacité surnaturelle pour surgir sans qu'on la voie venir. Ce phénomène s'est répété plusieurs fois dans la soirée, à tel point que ça en devenait troublant. Ce qui nous a encore plus déstabilisés, c'est qu'elle semblait être au courant de conversations que nous avions eues ou de choses que nous avions faites dans notre chambre. Rien de particulièrement secret ou gênant, mais comment pouvait-elle savoir ces détails? Ça a renforcé notre impression qu'elle avait un œil sur nous en permanence. Mais le moment le plus angoissant est survenu pendant la nuit. Alors que nous étions dans notre chambre, bien décidés à dormir, nous avons entendu quelqu'un essayer d'ouvrir la porte. Le cliquetis de la poignée tournant lentement dans le silence de la nuit était terrifiant. Nous nous sommes figés, écoutant attentivement, mais il n'y a pas eu de deuxième tentative ni d'explication. On n'a jamais su si c'était elle ou quelqu'un d'autre. Au petit matin, nous étions soulagés de faire nos bagages et de partir. La propriétaire était toujours aussi charmante, nous demandant avec enthousiasme si nous avions apprécié notre séjour. Et, honnêtement, malgré la beauté des lieux et son attitude agréable, nous étions juste heureux de quitter cet endroit étrange. Une fois, j'ai passé une nuit dans un chalet perdu quelque part entre le Maine et le Vermont avec 3 amis. Dès notre arrivée, l'endroit avait un air étrange, presque hors du temps. La réceptionniste était une vieille dame qui semblait avoir vécu un millénaire. Elle avait des yeux troubles, presque aveugle, et son bureau d'accueil se résumait à une petite table près d'un fauteuil inclinable, entouré de bibelots et de poupées en porcelaine. L'atmosphère était déjà déconcertante. Notre chambre, elle, ressemblait à ce que j'imaginerais d'un hôtel des années 1940, meubles vieillots, tapis défraîchis, et un décor figé dans le passé. Rien n'avait manifestement été rénové depuis des décennies. La salle de bain était équipée d'une vieille baignoire sur pied en métal, ce qui ajoutait encore au charme étrange du lieu. C'était nostalgique mais pas dans le bon sens. Ce qui m'a le plus perturbé, cependant, c'était une porte située au fond de la chambre. Je pensais que ce serait un simple placard, mais par curiosité, nous avons décidé de l'ouvrir. Derrière, il n'y avait rien d'autre qu'une obscurité glaciale. Intrigués, nous avons allumé les lampes de nos téléphones pour éclairer l'espace. Ce que nous avons découvert m'a fait froid dans le dos, un long couloir en béton, large, sans fin visible, aux murs nus et froids. J'ai supposé que ce passage était peut-être utilisé autrefois pour relier les chambres, notamment en cas de mauvais temps, mais l'ambiance qui s'en dégageait était oppressante. Ce couloir donnait l'impression que quelque chose de sinistre s'y était passé. Rien ne bougeait, rien ne faisait de bruit, mais l'air lui-même semblait chargé d'une énergie lourde et inquiétante. Mon instinct me criait de refermer cette porte et de ne plus y penser. La nuit s'est déroulée sans incident. Rien de surnaturel, pas de bruit bizarre ni de présence invisible. Pourtant, en quittant le chalet le lendemain matin, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir comme un personnage ayant échappé à une mauvaise version d'un film d'horreur où rien ne se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai récemment séjourné dans un hôtel à New York, et quelques événements étranges se sont produits dans notre chambre. Rien de franchement terrifiant,
mais suffisamment troublant pour qu'on s'en souvienne. D'abord, notre clé de chambre de rechange a disparu en pleine nuit. Elle était posée sur le bureau, et le lendemain matin, impossible de la retrouver. Nous avons littéralement retourné la chambre, fouillant chaque recoin, mais elle semblait s'être volatilisée. Nous ne l'avons jamais retrouvée. Ce n'était pas dramatique, mais cela a ajouté une sensation de mystère, comme si quelque chose ou quelqu'un jouait avec nous. Ensuite, le coffre-fort de la chambre a soudain refusé de s'ouvrir. Tout notre argent liquide y était, et nous étions absolument certains du code que nous avions entré. Rien à faire, il restait bloqué. Bien que cela relevait davantage de l'agacement que du surnaturel, l'accumulation de ces petits incidents commençait à devenir étrange. Mais le plus bizarre est arrivé une nuit. En revenant à notre chambre, notre carte clé ne fonctionnait plus. Pas inhabituel, cela arrive parfois. Nous sommes donc descendus à la réception pour régler le problème, et après avoir obtenu une nouvelle carte, nous avons tenté de rentrer à nouveau. Cette fois, la porte était verrouillée de l'intérieur. La sécurité du verrou secondaire, une de ces barres pivotantes qui se bloquent de l'intérieur, était enclenchée. Le personnel a envoyé un agent d'entretien pour nous aider à entrer, mais même lui semblait perplexe. Ce type de verrou ne se met pas en place tout seul, il faut une action délibérée pour l'engager. Nous avons essayé de comprendre comment cela avait pu arriver, mais sans succès. Ce n'était pas un verrou particulièrement lourd, donc il n'aurait pas pu basculer tout seul. Quelque chose, ou quelqu'un, avait dû le verrouiller après notre départ. Je séjournais dans un hôtel pour des vacances, et tout se passait bien au début. Mais une nuit, je me suis réveillé en sursaut à cause de bruits étranges provenant de la porte de ma chambre. La poignée bougeait de manière erratique, comme si quelqu'un essayait d'entrer ou de forcer la porte. Cela arrivait toujours au milieu de la nuit, quand j'étais profondément endormi. Et chaque fois que je me réveillais, le bruit cessait immédiatement, comme si de rien n'était. Au début, je me suis dit que je devais rêver ou exagérer, mais après que cela se soit produit plusieurs nuits de suite, j'ai décidé d'en parler au responsable de l'hôtel. Ce qu'il m'a dit m'a glacé. Selon lui, il y avait un client dans l'hôtel, un homme récemment libéré d'un institut psychiatrique, qui faisait cela. Il expliqua que cet homme souffrait de troubles sévères du sommeil combinés à une prise irrégulière de ses médicaments, ce qui le faisait errer en pleine nuit en essayant de forcer les portes comme s'il croyait encore être enfermé dans l'institut. Apparemment, sa famille, extrêmement riche et influente, logeait régulièrement dans cet hôtel. Le directeur, visiblement gêné, m'a avoué qu'il ne voulait pas créer de conflit ou risquer de perdre son emploi en demandant à la famille de partir. Ce client perturbateur avait donc carte blanche, malgré l'inconfort et l'anxiété que son comportement causait aux autres clients. Les choses ont empiré au fil de la semaine. Chaque nuit, le bruit à ma porte devenait de plus en plus intense et effrayant, à tel point que je ne pouvais plus dormir correctement. Après une semaine de ce calvaire, j'ai décidé de partir plus tôt que prévu. C'était un voyage entre amis, une escapade à Barcelone. Nous étions étudiants, fauchés, mais pleins d'enthousiasme. On avait décidé de partir à l'aventure, sans se poser trop de questions sur l'hébergement. Après tout, on allait passer la majorité du temps à explorer la ville, pas à rester à l'hôtel. On a donc réservé une chambre dans un des hôtels les moins chers qu'on ait trouvé. L'endroit avait des avis mitigés, mais on s'en fichait, c'était suffisant pour notre budget. Un de nos amis, qui vivait à Barcelone, nous avait dit, en plaisantant, que cet hôtel était hanté. Il nous avait raconté une histoire étrange. Selon la rumeur locale, les matelas avalaient les gens pendant la nuit, et ces derniers disparaissaient à jamais. On avait rigolé, bien sûr. Une histoire de fantôme ? En plein cœur de Barcelone ? C'était sûrement exagéré, juste une vieille légende urbaine. On ne s'en était pas inquiété et on avait pris nos clés, sans se douter de ce qui allait arriver. La première nuit s'était bien passée. L'hôtel était un peu sale, mais on était tellement fatigué après avoir exploré la ville qu'on ne s'en était pas préoccupé. Le service n'était pas génial, mais ça allait. On avait ri, parlé de nos journées, et on s'était endormi, insouciant.
Mais la deuxième nuit, quelque chose de bizarre s'est produit. Je me suis réveillé en pleine nuit, complètement déstabilisé par une pression étrange, comme si quelque chose m'enserrait, me comprimait. C'était suffocant. Quand mes yeux se sont ouverts, j'ai eu l'impression d'être pris au piège. J'étais sous le matelas. C'était impossible. Je ne comprenais pas comment j'étais arrivé là. Le matelas semblait s'être refermé sur moi comme une gueule de monstre, et j'étais coincé, sans pouvoir bouger. C'était un cauchemar éveillé. J'ai paniqué, frappant contre le matelas et appelant mes amis. Mais eux, apparemment, n'avaient rien senti. Ils étaient profondément endormis, insensibles à ce qui venait de se passer. Je me suis forcé à rester calme, mais j'étais terrifié. Comment cela avait-il pu arriver? Ce n'était pas normal. Je suis finalement parvenu à sortir de dessous le matelas, tout en essayant de ne pas faire de bruit. Lorsque j'ai expliqué ce qui m'était arrivé à mes amis, ils ont d'abord rigolé, pensant que j'avais fait un mauvais rêve. Mais je leur ai raconté tout dans les moindres détails, et peu à peu, je les ai convaincus qu'il fallait partir. Ils ont finalement pris mes craintes au sérieux, surtout quand je leur ai dit que je ne pouvais pas revenir dans cette chambre. Je n'avais plus confiance, pas après ce que j'avais vécu. On avait réservé pour 3 jours, mais il n'était plus question de rester. On a donc pris nos affaires et on a quitté l'hôtel, la peur au ventre. Barcelone était une ville magnifique, et même si cet hôtel était peut-être juste un mauvais choix, je n'avais aucune envie de risquer de disparaître dans un matelas cette nuit-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.